Depuis petit, j'ai toujours été obsédé par l'idée de devenir meilleur dans les sports que j'aime. En parallèle, on m'a aussi souvent dit que c'était bien de rêver, mais qu'il fallait aussi revenir dans la réalité et faire de bonnes études pour avoir un bon métier. Ok, maintenant le souci c'est qu'avec ce genre de mentalité, on se bride, on se met à vouloir comme tout le monde une vie stable, et résultat, on met souvent nos objectifs de côté avec l'âge. Et le truc c'est que être obsédé par quelque chose, c'est pas mauvais du tout, je dirais même que c'est la seule manière de réussir. Maintenant, je vais vous poser une question. Vaut-il mieux une vie équilibrée mais moyenne, ou une vie incertaine mais intense, obsédée? Et ouais, c'est une vraie question. Hein. Maintenant, si tu es là, je suppose que tu aspires à une vie plus intense, qui te passionne, qui te ferait vibrer. Dans ce cas, être raisonnable n'est pas une option, il te faut être le plus gros obsédé que la Terre ait connu. Tu n'es pas d'accord? Bah laisse-moi te le prouver. Vivre par obsession. L'obsession, c'est un sentiment ou une idée qui envahit complètement l'esprit au point de dominer les pensées, voire les comportements d'une personne. Ça peut concerner une peur, une passion, voire même un désir intense. Et bien sûr, si elle n'est pas contrôlée, ça peut détruire ta vie. Ok. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la partie positive des obsessions. Parce que l'aspect négatif, on le connaît déjà. Ça concerne l'alcool, la drogue, bla bla bla. Mais c'est aussi et surtout un truc qui peut te permettre de réaliser tes rêves et tes objectifs. Mais le problème, c'est que ça demande du temps. Beaucoup de temps. Regarde, Serena Williams par exemple, l'une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Elle s'est entraînée avec une discipline quasi militaire durant environ 13 ans, avec une seule obsession, devenir la meilleure joueuse de tous les temps. Si ça, c'est pas incroyable. Son premier grand titre, elle l'a gagné à 17 ans, en remportant un tournoi du Grand Chelem, le plus prestigieux du tennis féminin. Autant dire à ce moment-là qu'elle est devenue la meilleure joueuse au monde, puisqu'elle a vaincu en finale Martina Hingis, qui était la numéro 1 mondiale à l'époque. Si ça vous intéresse, c'est un film qui est sorti en 2021 qui s'appelle King Richard, qui retrace la vie de Serena Williams, et franchement, il est vachement bien. Bref, tout ce qu'elle a obtenu jusqu'à aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cette obsession de vouloir devenir la meilleure, mais aussi à un travail acharné de plus de 10 ans. Sans patience, elle n'aurait jamais réussi dans ce sport, et honnêtement, cette patience, elle le doit à sa passion pour ce sport, son obsession. Si c'était qu'un loisir pour elle, et que c'était pas au stade de la passion, au stade de l'obsession, elle aurait pas pu tenir le rythme qu'elle a tenu tout ce temps. Alors ok, vous pouvez me dire que son père a joué un grand rôle puisqu'il l'a entraîné dès ses 3 ans, et qu'à 3 ans, t'as pas vraiment la capacité de décider par toi-même. Mais, est-ce que vous pensez vraiment que ça suffit? Bah allez-y, dites-moi. Non, bien sûr que non. Moi je pense surtout que son père l'a initié à ça, comme tous ceux qui veulent faire un projet Mbappé avec leur gosse, mais vous pouvez pas venir me dire qu'elle aurait continué à charbonner autant qu'elle a charbonné jusque-là. Au maximum, une fois adolescent, elle se serait rendue compte qu'elle faisait pas vraiment ça parce qu'elle aimait ça, mais plus parce que son père l'entraînait depuis qu'elle était enfant. Mais là, on parle vraiment de la plus grande joueuse de tous les temps. Et même une fois adulte, elle a continué à s'entraîner tout aussi dur sans son père. Elle était clairement passionnée par ce sport. À part une giga obsession pour ce sport, je vois pas vraiment ce qui peut expliquer ça. Maintenant c'est sûr, on n'a pas tous été entraînés par nos parents dès nos 3 ans pour devenir des futurs champions. Mais ça ne nous empêche pas d'être obsédés par quelque chose et d'avoir des rêves. Le truc c'est que t'es peut-être déjà au lycée ou en études supérieures et t'as pas forcément 10 ans devant toi pour réaliser ton rêve. Et c'est à partir de là que tu te rends compte que si et seulement si tu veux réaliser ton rêve, peu importe ce que c'est, il faut que tu fasses un choix. Ce choix, je te l'ai déjà posé, mais je vais te le répéter à nouveau pour que tu puisses y réfléchir une nouvelle fois maintenant que tu as toutes les clés en main. Vaut-il mieux une vie équilibrée mais moyenne ou une vie incertaine mais intense, obsédée? Gamberge. Et crois-moi, ne pense pas naïvement que tu peux à la fois faire de longues études, avoir un taf stable et réussir rapidement tes objectifs. Oui, il y aura toujours des exceptions à la règle, mais vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté et choisir ce qui t'importe vraiment. Dans ce cas-là, ce serait avoir une vie stable ou alors réaliser ton rêve et laisser le temps à ton obsession de faire le travail. Moi, par exemple, après le bac, j'ai fait un BTS et on va pas se mentir, j'ai un peu choisi mes études par dépit parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Mais durant ma première année, j'ai découvert cette passion que j'avais pour la création de contenu et j'ai eu un éclat de génie, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Imagine t'es là, ton métier c'est inspirer les autres et les aider à réaliser leurs rêves. C'est une folie, c'est génial. Du coup j'ai commencé à tout apprendre après les cours, le montage, les scripts. Mais le problème c'est que du moment où j'avais compris ce que je voulais faire dans la vie, mes études sont devenues complètement obsolètes en fait. Je suis là, je suis refait, je me lève tôt le matin, j'écris mes scripts et paf, je dois aller en cours. Je te jure, ça me rendait fou, je devais attendre la fin des cours pour continuer et entre temps, j'avais le temps de tout oublier. Du coup, après 1 an à galérer comme ça, j'ai décidé de quitter mon BTS et de passer 100% de mon temps à progresser sur mes projets. Et ouais, il y a un moment quand en 10 mois, t'arrives à faire que 10 vidéos et que tu t'en fous de ton BTS, il y a un moment, faut lâcher le poulet quoi, barre-toi. Donc l'obsession, c'est bien beau, mais si t'as pas le temps, ça va juste te fatiguer mentalement. Et donc moi, j'ai fait ce choix de prendre une vie incertaine mais intense et de prendre le risque pour mes rêves de quitter cette sécurité que sont les études. Et pour que ça fonctionne, bah il faut que tu t'abonnes, mais ouais, logique, vas-y, clique. Parce que j'ai beau pondre des bangers et faire de mieux en mieux à chaque fois, si tu t'abonnes pas, on va pas aller bien loin. Enfin bref, vivre par obsession est selon moi la seule façon de réaliser ses rêves et surtout de vivre pleinement sa vie en étant libre. Et par libre, j'entends libre dans son esprit, libre de choisir une vie qui nous correspond et pas de subir une vie qui ne nous correspond pas. Si pour toi, être libre, c'est faire un métier que tu as toujours souhaité faire, alors ok, fonce et réussis. Je m'énerve carrément. Bref.
la frontière entre obsession et discipline. Malgré ce que j'ai dit précédemment, l'obsession ne suffit pas à elle seule pour réussir. Pour les plus malins d'entre vous, vous avez sûrement déjà capté où je veux en venir. En plus, j'ai vraiment commencé à l'expliquer déjà dans le chapitre précédent. Être obsédé et vivre par obsession, c'est pas possible. Enfin, sur le long terme. Si vous voulez rester obsédé sur le long terme et réussir vos objectifs, il faut gérer votre obsession avec roulement de tambour, la discipline. Et ouais, toujours le même truc, bah ouais, je sais. Au bout d'un moment, faut se demander pourquoi il revient tout le temps, quoi. Et bah ouais, parce que sans discipline, vous allez pas aller bien loin. Ok, l'obsession pousse à la réussite, mais mal contrôlée, elle peut ruiner votre santé, voire votre vie. Tandis que la discipline, c'est un chemin plus lent, certes, mais aussi plus sûr pour parvenir à ses fins, car elle reste sur la durée. Et ouais, c'est ça la différence. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre à bien jauger entre ces deux notions. Il va falloir être obsédé, oui, mais aussi avoir une certaine discipline comme filet de sécurité, au cas où la motivation n'est pas là ou pour vous éviter de vous surmener. Ok, mise en scène. Pendant plusieurs mois, voire années, tu travailles tous les jours comme un fou en te focusant uniquement sur tes objectifs. C'est top, t'as accompli ton rêve, t'es content, mais maintenant, réfléchis 2 secondes. Et imagine ce moment où tu auras réussi. C'est bon, tu l'as? Maintenant, honnêtement, tu vas pas continuer toute ta vie avec ce rythme de fou. C'est impossible physiquement. Et puis faut pas croire, tu vas pas arrêter d'être obsédé quand tu auras atteint ton objectif. Regarde Serena Williams, même après avoir réussi, elle a continué de s'améliorer et d'être obsédée par le tennis. Et pourquoi? Grâce à la discipline que son père lui a transmise. Depuis petite, il lui a instauré des routines qui lui ont permis d'apprendre à se discipliner, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Mixer son obsession avec de la discipline est le parfait compromis pour réaliser ses rêves tout en gardant un semblant de vie. Mais surtout, c'est ce qui permet de maintenir son obsession sur le long terme et de ne pas faire de burn-out. Donc, tu vas tout de suite te créer un emploi du temps, où tu vas te fixer des horaires de travail que tu respectes, peu importe ton état mental. Tout simplement. Je te conseille au moins d'avoir un peu de sport et au moins 8 heures de sommeil pour améliorer ta qualité de travail. Et dis-toi que si tes journées sont constituées à 100% de ce pourquoi tu es obsédé, ça finira juste par te mener au burn-out et ton obsession, elle finira par s'épuiser, hein, c'est tout, fin. C'est tout ce qui va se passer. Donc, faut pas abuser. Moi, par exemple, j'ai toute une organisation sur Notion qui me permet d'être productif, certes, mais de garder un semblant de vie qui me permet d'être productif sur le long terme. Mais attention, ne pas faire que ça de sa journée ne signifie pas ne pas travailler. Regarde moi, je me lève assez tôt, 5h30 plus précisément. Mais je prends quand même le temps de faire ma toilette parce que ouais, je suis humain, faut quand même que je mange, j'ai des besoins quoi. Et après, je travaille quand même toute la matinée et une bonne partie aussi de l'après-midi. Et pour pas être sûr de m'emporter dans ce que je fais et pas me rendre compte à 14h, par pur hasard, que j'ai pas encore mangé, parce que oui, on va pas se mentir, ça m'est déjà arrivé, j'ai une petite astuce, je mets des réveils. Et oui, je te jure, hein, ça peut paraître évident, mais c'est un putain de cheat code. J'ai jamais à penser à ce que je dois faire, juste quand mon réveil sonne, je fais ce qui est prévu. En fait, c'est comme un deuxième cerveau, mais ça m'oblige à respecter les horaires que je me suis fixés pour garder un rythme de vie durable. Je vais te raconter un problème que j'avais pas du tout prévu à l'origine, mais alors pas du tout, mais qui m'a bien frappé quand j'ai commencé à taffer sur mes projets. J'avais tout préparé, mes réveils, mes horaires de sport, de travail, mais j'avais oublié une chose qui est pourtant assez évidente pour moi maintenant, c'est que j'avais aucun moment sociable de prévu. Aucun. Imagine que je sois resté avec les horaires que j'avais prévus, que je passe ma journée soit à taffer, soit à faire du sport. Comment j'aurais eu de nouvelles idées? Et même, comment j'aurais eu de nouvelles anecdotes à raconter? Et ouais, tu vois, il y avait bien un problème dans mon organisation. J'ai pas réfléchi sur le long terme. Donc, j'ai remédié à ça en ajoutant de temps en temps un moment où je peux entretenir ma vie sociable et donc ne pas vivre tout seul dans ma tête, ce qui, à terme, aurait bousillé ma santé mentale. Paradoxalement, vivre tout le temps avec les mêmes personnes peut aussi bousiller ta santé mentale. Surtout si t'as quelques conflits avec ces personnes. Par exemple, si tu vis chez tes parents et que t'as quelques conflits avec eux, même minimes, hein, c'est pas le problème, hein, ça va forcément mal finir. Dis-moi, combien de familles se sont déjà pris la tête pour de la merde? Non, sérieux, je te jure, c'est un truc à vraiment prendre en compte. Et à l'inverse, ton environnement peut aussi créer ou amplifier ton obsession. Famille, mentor, amis, si tu es bien entouré, ils peuvent te permettre de continuer à avancer et te servir de soutien au cas où il t'arrive quelque chose de difficile. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. D'ailleurs, si tu veux te créer un bon entourage avec des gens qui t'aident et qui te soutiennent, t'as le lien de mon Discord dans la description, c'est cadeau. Conclusion. Bon, en fin de compte, vous avez bien compris que vivre en étant obsédé par nos rêves, en vrai, il n'y a pas mieux. C'est déjà comme ça qu'on vit en étant petit, mais la société nous bride en grandissant. Par contre, contrairement à quand on était enfant, on n'a pas nos parents pour nous gérer et nous dire « Oui, c'est l'heure de rentrer, gna 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 ». Pourquoi j'ai fait ça? Donc, pour rester productif sur le long terme, il faut que vous trouviez votre équilibre entre vos obsessions et votre santé mentale. Et ce, grâce à la discipline. Alors, pour votre vous du passé et votre vous du futur, poursuivez vos rêves. Et faites tout ce que vous pouvez pour y réaliser. Parce qu'au fond, c'est pas une vie stable qui nous rend heureux. C'est le fait de se lever chaque jour en sachant pertinemment qu'on va faire un pas de plus vers ce qui nous anime. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci à vous, c'était Ethan.
Bon, moi, faut que j'aille pisser parce que ça fait 3 heures que je me retiens.